On est un peu de la même génération. C'est un personnage qu'on connaît bien, Jean-Pierre, mais qui a aussi des fêlures, qui a eu des drames. Ce soir-là, la France entière a retenu son souffle. Michel Drucker, figure emblématique du paysage audiovisuel français, venait de faire une révélation bouleversante. À 83 ans, celui que l'on croyait indestructible, inébranlable derrière son éternel sourire et son légendaire professionnalisme, a confié avoir frôlé la mort. J'ai cru que j'allais mourir. Ces mots, lourds d'émotion, ont résonné sur les ondes d'Europe 1 comme une déflagration. Invité de Christine Kelly, le maître de Vivement Dimanche s'est livré sans phare, revenant sur la pire émission de toute sa carrière, celle qui l'a marqué à jamais. L'entretien, diffusé le 23 septembre, n'était pas une simple conversation radio, c'était une plongée dans l'intimité d'un monument de la télévision française, Michel Drucker, l'homme aux décennies d'antenne, celui qui a vu défiler les plus grands, Claude François, Johnny, Hallyday, Céline Dion, Coluche, Thierry Ardisson, a pour une fois laissé tomber le masque. Derrière le professionnel impeccable se cachait un homme meurtri, ébranlé par une expérience qui aurait pu tout arrêter. Depuis plus de 60 ans, Drucker incarne la longévité, la rigueur et l'élégance d'une télévision à visage humain. Chaque dimanche, sur France 3, son célèbre canapé rouge accueille artistes, humoristes et légendes de la chanson. Mais derrière cette image apaisante se cache une existence marquée par la fatigue, la pression, les deuils et parfois la peur. Dans son dernier livre « Avec le temps », édition Albin Michel, l'animateur revient sur ses instants de doute, sur ses coulisses que le public ignore. Et c'est en évoquant l'un de ces épisodes terribles, celui où tout a failli basculer, qu'il a décidé, pour la première fois, de briser le silence. Ce soir-là, dans le studio d'Europe 1, le ton était grave, la voix tremblante. Michel Drucker, l'homme des dimanches, s'est confié comme jamais, livrant le récit d'un moment où la télévision n'était plus un jeu, mais une épreuve de survie. Ce moment, Michel Drucker s'en souvient comme si c'était hier. L'émission en question, il la redoutait déjà, avant même d'entrer sur le plateau. Tout semblait pourtant normal. Les caméras en place, le public prêt à applaudir, les invités installés sur le célèbre canapé rouge. Mais derrière son sourire professionnel, il sentait son cœur battre plus vite que d'ordinaire. Une angoisse diffuse s'installait. J'ai senti quelque chose d'anormal, une faiblesse, une chaleur étrange dans la poitrine. Quelques minutes plus tard, alors que l'émission était en direct, l'animateur emblématique vacillait, blême, cherchant discrètement son souffle entre deux phrases. Devant des millions de téléspectateurs, Michel Drucker jouait sa vie sans que personne ne s'en rende compte. Le public, lui, ne voyait qu'un présentateur concentré, peut-être un peu fatigué. Personne n'imaginait qu'en coulisses, un drame silencieux était en train de se produire. J'ai cru que j'allais m'effondrer là, sur le plateau, confie-t-il à Christine Kelly, la voix encore nouée. Les techniciens, alertés par son visage livide, se tenaient prêts à intervenir, mais Michel, fidèle à sa légendaire pudeur, a tenu bon. Par fierté, par instinct professionnel, il a continué jusqu'au bout, refusant d'interrompre l'émission. Il n'était plus seulement un animateur, il était un survivant sous les projecteurs. À la fin du tournage, il s'est effondré en loge. Les médecins ont parlé de surmenage, d'épuisement extrême, de signes précurseurs d'un accident cardiaque. Ce jour-là, Michel Drucker a compris que la télévision pouvait tuer. Le rythme effréné, la pression constante, la peur de décevoir. Tout s'était accumulé au fil des ans, jusqu'à cette émission maudite. Quelques mois plus tard, il subissait une lourde opération du cœur. À son réveil, il ne pensait qu'à une chose: retourner à l'écran.
Cette obstination, presque déraisonnable, illustre toute la complexité du personnage. Michel Drucker n'a jamais su vivre loin des caméras. La télévision, c'est son oxygène, sa raison d'être. Même affaibli, même marqué par la douleur, il voulait continuer à faire sourire les autres. Lorsqu'il raconte cette histoire aujourd'hui, ses mots résonnent comme un aveu, mais aussi comme une leçon. Derrière les paillettes du petit écran, il y a des batailles invisibles, des cicatrices que la lumière ne montre pas. Et ce soir-là, dans le silence feutré du studio d'Europe 1, on pouvait presque sentir cette vérité vibrer dans l'air, suspendue à chaque mot, à chaque souffle de Michel Drucker, ce monument humain que la mort elle-même a frôlé sans jamais parvenir à éteindre. Ce 5 avril 1986, dans le mythique studio Gabriel, tout semble être réuni pour une émission parfaite. Michel Drucker, au sommet de sa carrière, animait Champs-Élysées, l'un des programmes les plus regardés du pays. Ce soir-là, il accueillait une invitée d'exception, Whitney Houston, à peine 23 ans, fraîchement propulsée au rang de star mondiale. Elle incarnait la jeunesse, la grâce, la voix d'un nouveau monde. En face d'elle, une légende française, Serge Gainsbourg, déjà auréolé d'un génie provocateur. L'atmosphère était électrique, mais personne ne pouvait imaginer ce qui allait suivre. Les projecteurs s'allument, le générique s'efface, la caméra cadre Michel Drucker. Il introduit, avec son élégance habituelle, ses deux invités, Whitney Houston, souriante mais timide, salue le public d'un geste gracieux. À côté d'elle, Gainsbourg, costume sombre, cigarette à la main, l'œil brillant d'une ivresse à peine dissimulée. Dès les premières secondes, Michel sent que quelque chose cloche. Le regard du chanteur français se fait insistant, ses gestes un peu trop appuyés. Le présentateur tente de garder le cap, sourit, relance l'entretien, espérant ramener l'échange sur la musique. En vain. Tout bascule lorsque Gainsbourg, penché vers le micro, se tourne vers la jeune américaine et lui murmure, en anglais, une phrase que personne n'est prêt à entendre « I want to fuck you ». Un silence glacé envahit le plateau. Whitney Houston, interdite, écarquille les yeux, ne comprenant pas tout de suite. Le public hésite entre rire et malaise. Michel Drucker, lui, sent son sang se figer. Il tente de sauver l'instant, de détourner l'attention, mais rien n'y fait. La télévision vient d'assister à un dérapage en direct, sous le regard de 8 millions de téléspectateurs. « J'ai cru que j'allais mourir », racontera-t-il plus tard. En cet instant précis, il ne pense plus à l'émission ni à l'audience. Seulement à comment sortir de ce cauchemar sans perdre le contrôle. Derrière son sourire crispé, tout son corps tremble. Il connaît Gainsbourg depuis ses débuts, il a vu l'artiste, l'homme, se transformer au fil des années en Gainsbar, provocateur imprévisible. Mais jamais il n'aurait imaginé une telle scène, surtout face à une jeune femme étrangère, en direct, devant des millions de foyers. Dans le régie, la panique est totale. Les techniciens se regardent, certains baissent la tête, d'autres prient pour que Michel reprenne la main. Et lui, seul au centre du plateau, doit improviser, recomposer un calme artificiel. Il sourit, applaudit, enchaîne comme si de rien n'était, tentant de sauver ce qui peut encore l'être. Le malaise, pourtant, est palpable. Whitney Houston garde un sourire figé, Serge Gainsbourg ricane. Dans les coulisses, l'air est irrespirable. Et à cet instant, dans la mémoire de Michel Drucker, une cicatrice vient de se graver pour toujours. Après cet épisode légendaire qui aurait pu briser bien des carrières, Michel Drucker, lui, a continué d'avancer, imperturbable en apparence, mais plus déterminé que jamais à redonner à la télévision sa noblesse. Car si ce soir de 1986 reste gravé comme un cauchemar,
C'est aussi ce type de moments qui ont façonné la légende Drucker, un professionnel capable de transformer le chaos en leçon de maîtrise. Et derrière les scandales, c'est une œuvre monumentale qui s'est construite patiemment, avec cette rigueur et cette élégance qui allaient de faire de lui l'un des visages les plus respectés de France. Tout avait commencé bien plus tôt, dans les années 1960, quand le jeune reporter de l'ORTF, timide mais curieux, découvrait les plateaux de télévision. Rapidement, son regard bienveillant, son ton mesuré et sa capacité rare à mettre ses invités à l'aise séduisent le public. Michel Drucker n'a jamais été un provocateur, encore moins un agitateur. Il a toujours préféré l'écoute à l'éclat, la nuance au tumulte. Et c'est précisément cette approche, humaine et constante, qui allait devenir sa marque de fabrique. Dans les années 1970, il s'impose définitivement avec les rendez-vous du dimanche. Chaque semaine, il offre au public un moment suspendu, un mélange de légèreté, d'humour et d'émotion. Les grands noms de la chanson, du cinéma, du sport s'y pressent. Claude François, Mireille Mathieu, Johnny Hallyday, Michel Sardou, tous ont défilé sur son plateau. On ne venait pas chez Drucker pour être interrogé. On venait pour exister, pour se raconter. Sa voix calme, son regard franc faisait tomber les masques. Il savait écouter sans juger, sourire sans flatter. C'est ce talent-là, rare, discret, presque invisible, qui a bâti sa notoriété. Puis vint Champs-Élysées. Ce titre déjà mythique allait devenir celui de l'émission la plus emblématique de sa carrière. Diffusée pour la première fois en 1982, elle symbolise l'âge d'or de la télévision française. Les plus grandes stars internationales y ont défilé. Tina Turner, Elton John, Paul McCartney, Michael Jackson même. Michel Drucker est alors au centre du monde. Le studio Gabriel devient un temple, un lieu où la France entière se rassemble chaque samedi soir. Sa façon d'accueillir les artistes, de les relier entre eux, de faire vivre un échange à la fois intime et spectaculaire, fascine. Il n'est plus seulement un animateur, il est un passeur d'émotions, un fil conducteur entre les époques et les générations. À chaque diffusion, des millions de téléspectateurs se réunissent. Les familles rient, chantent, s'émerveillent. Drucker incarne la télévision d'un autre temps, celle du respect, du partage, de la sincérité. Et tandis que le paysage audiovisuel se transforme, lui reste fidèle à son style. Là où d'autres cherchent le scandale, lui cultive la durée. Là où certains brûlent, tout en une saison, il construit année après année une relation de confiance avec son public. Mais c'est aussi, grâce à Vivement Dimanche, lancé en 1998, qu'il entre définitivement dans le panthéon des figures incontournables du petit écran. Cette émission du dimanche, devenue un rituel national, est à son image, chaleureuse, apaisante, conviviale. Le fameux canapé rouge, devenu symbole de confidence et de retrouvailles, a vu défiler des centaines de personnalités, chanteurs, humoristes, acteurs, politiques, tous s'y sont installés un jour. Et toujours, la même magie opère. Michel Drucker sait faire parler les silences, il capte l'émotion sans la forcer. Son secret ? Un mélange d'intelligence, de douceur et de professionnalisme absolu. Son sens du tempo, son humilité et sa mémoire incroyable des visages ont transformé chaque entretien en moment d'histoire. Les archives de ces émissions sont aujourd'hui de véritables trésors culturels, témoins d'un demi-siècle d'évolution du spectacle français. Et pourtant, derrière cette image d'homme calme et méthodique, il y a une flamme, une exigence, presque une obsession, celle de ne jamais décevoir. À chaque direct, Michel Drucker se remet en jeu comme au premier jour.
cherchant encore cette étincelle qui relie le public à celui qui parle à travers l'écran. Car si la France a grandi avec lui, c'est parce qu'il a su incarner quelque chose de plus grand que la télévision, une forme de continuité, une fidélité au temps qui passe. Depuis des décennies, il traverse les générations, les modes, les crises, sans jamais perdre son fil. Et lorsque, dans un souffle, il raconte aujourd'hui ses souvenirs les plus marquants, on comprend que derrière la légende, il y a un homme qui, plus que quiconque, a su faire battre le cœur de la télévision française. Bien avant les projecteurs, les plateaux feutrés et les applaudissements du public, Michel Drucker n'était qu'un petit garçon, discret, né à Vire, dans le Calvados, le 12 septembre 1942. La guerre faisait encore rage et la France vivait sous les bombes. Dans cette Normandie déchirée, la vie était rude, les rues souvent silencieuses, la peur omniprésente. Sa famille, d'origine modeste, portait en elle la rigueur du travail, mais aussi les cicatrices de l'exil. Son père, Abraham Drucker, médecin d'origine roumaine, avait fui l'Europe centrale pour reconstruire ailleurs, dans ce pays qu'il aimait passionnément, la France. C'est dans cette atmosphère de gravité mêlée d'espérance que Michel a grandi, entre les ombres de la guerre et la lumière d'une enfance studieuse. L'enfant réservé observait plus qu'il ne parlait. Dans la maison familiale, le père exigeant imposait la discipline, la mère veillait à la douceur, et les trois fils, Jean, Jacques et Michel, apprenaient très tôt la valeur du mérite. Jean deviendrait plus tard un dirigeant emblématique de la télévision française, Jacques, un brillant universitaire, et Michel, celui qui allait prêter sa voix à des millions de Français. Mais à cette époque, rien ne laissait présager un destin sous les projecteurs. Il n'était ni le plus bavard, ni le plus confiant. Il passait des heures à écouter la radio, fasciné par ces voix qui savaient raconter le monde sans qu'on voie leur visage. La voix, déjà, l'attirait comme une présence rassurante, une force invisible capable de relier les gens. Les années d'après-guerre ont forgé son caractère. À l'école, il n'était pas le premier de la classe, mais celui qui ne renonçait jamais. Il travaillait lentement, méthodiquement, cherchant à comprendre avant de répondre. Son père, rigoureux jusqu'à la sévérité, le poussait à l'excellence. Dans la vie, Michel, il faut être irréprochable. Cette phrase, gravée dans sa mémoire, deviendra sa boussole. Car derrière le sourire tranquille qu'on lui connaîtra plus tard, il y aura toujours ce besoin d'être à la hauteur, de ne pas décevoir. À la maison, la culture tenait une place centrale. On lisait, on débattait, on écoutait la radio d'État. La télévision n'existait pas encore même, mais Michel, sans le savoir, s'y préparait déjà. Il imitait les speakers, s'amusait à annoncer des programmes imaginaires, rêvait d'un monde où la parole pouvait faire voyager. Pourtant, l'époque n'était pas au rêve. Il fallait aider, participer, se construire dans une France encore marquée par les ruines. Ses parents, soucieux de stabilité, voyaient d'un mauvais œil son intérêt pour le journalisme et la radio. Ils le voulaient médecin, ingénieur, professeur, tout, sauf ce métier incertain qu'ils jugeaient frivole. Mais la vocation était plus forte. Dès l'adolescence, Michel se passionne pour le sport, notamment le cyclisme, qu'il suit avec une ferveur presque religieuse. Il écoute les grandes voix de l'époque, Léon Zitrone, Roger Couderc, et rêve de raconter à son tour les exploits humains. C'est par ce biais qu'il fera ses premiers pas. Chroniqueur sportif, envoyé sur les routes du Tour de France, apprenant à parler vite, clair, juste. Derrière le micro, il découvre sa place. Ce n'est pas la gloire qui l'attire, mais la rigueur du direct, la tension du moment où chaque mot compte. Ce sens de la précision, hérité de son père,
deviendra sa signature. Rien n'est laissé au hasard. Tout est préparé, minuté, répété. Et cette exigence née d'une enfance austère l'accompagnera toute sa vie. On dit souvent que Michel Drucker a l'élégance des grands, mais cette élégance n'est pas un don. C'est le fruit de décennies d'efforts silencieux, d'un perfectionnisme forgé dès les bancs d'école. Quand il évoque aujourd'hui cette jeunesse normande, il ne parle pas de nostalgie mais de construction. Car c'est là, au cœur de cette terre simple et dure, qu'il a appris l'essentiel. Écouter avant de parler, travailler avant d'espérer. Chaque geste, chaque mot de l'adulte qu'il deviendra, trouve son origine dans cette enfance à la fois tendre et exigeante, où l'on ne plaisantait ni avec le devoir, ni avec la vérité. Et si, plus tard, la télévision lui a offert la lumière, c'est parce qu'il venait de l'ombre. Une ombre faite de silence, de pudeur et de rêves têtus, qu'il n'a jamais cessé de poursuivre. Derrière le visage toujours calme et la voix douce du présentateur, la vie personnelle de Michel Drucker s'est toujours déroulée dans une remarquable discrétion. L'homme de télévision, si habitué à recueillir les confidences des autres, a toujours su garder les siennes loin des caméras. Pourtant, derrière cette pudeur se cache une histoire d'amour, de fidélité et d'équilibre. Un contraste fascinant avec l'intensité et la lumière du monde médiatique qu'il habite depuis plus de 60 ans. C'est en 1973 que Michel rencontre celle qui deviendra la compagne de toute sa vie. Dany Saval. Actrice pétillante des années 1960, elle a tourné aux côtés de Jean Gabin, Louis de Funès et Michel Serrault. Leur rencontre n'a rien d'un coup de foudre hollywoodien, mais d'une évidence tranquille. Elle sortait d'un mariage difficile, lui commençait à s'imposer à la télévision. Ensemble, ils ont construit un foyer où le mot « stabilité » prend tout son sens. « Nous avons traversé les tempêtes sans bruit », confiera-t-il un jour. Dans un milieu où tout s'use, s'expose, se brise, leur union a résisté au temps. Le couple n'a pas eu d'enfant biologique, mais Michel a toujours considéré comme sienne la fille de Dany, Stéphanie, issue de son premier mariage. « Je suis un beau-père heureux », disait-il, avec cette tendresse pudique qui le caractérise. Derrière l'écran, il n'y a jamais eu d'excès, de scandale, ni d'aventure mondaine. Chez les Drucker, la simplicité règne. Leur maison, nichée dans la campagne du Vaucluse, près des Galières, est un refuge de paix. Là-bas, loin du tumulte des plateaux parisiens, Michel retrouve son souffle. Le matin, il fait du vélo sur les routes ensoleillées de Provence. L'après-midi, il écrit, lit ou reçoit des amis fidèles. Tout est ordonné, mesuré, presque monacal. La résidence des Galières, entourée d'oliviers et de lavandes, est plus qu'une maison, c'est un lieu de ressourcement. C'est là qu'il s'est remis de ses lourdes opérations cardiaques, là qu'il a retrouvé la force de remonter sur scène et de reprendre vivement dimanche. Les habitants du village, habitués à croiser Michel au marché, le voient comme l'un des leurs. Pas de limousine, pas de garde du corps, juste un vélo, un sourire, un bonjour sincère. Dans cette simplicité, il retrouve les racines de son enfance normande, le goût du travail bien fait, le respect du silence et de la nature. À Paris, son autre vie se déroule dans un appartement sobre mais élégant, situé non loin du parc Monceau. C'est là que tout se prépare. Les émissions, les lectures, les projets, les livres. Son bureau, impeccablement rangé, est tapissé de photos en noir et blanc, souvenir d'une existence passée entre les stars et les studios. Sur la cheminée, une photo de Dany, souriante, et une autre de Claude François, l'ami disparu trop tôt. Chaque objet semble raconter une histoire. Chaque cadre renferme un morceau de mémoire. Mais Michel Drucker
n'a jamais voulu être prisonnier de la nostalgie. Même à plus de 80 ans, il garde le regard tourné vers l'avenir. Il vit à 2 vitesses. La lenteur de la campagne et le rythme effréné des plateaux. Et dans cette alternance, il trouve son équilibre. Dany, toujours à ses côtés, veille, calme, attentive. Elle sait qu'il ne peut pas vivre sans ce lien direct avec le public, sans la lumière des caméras. Alors elle le laisse partir pour mieux le retrouver. Leur complicité, bâtie sur la confiance, est faite de silences partagés, de gestes simples. Pas de grandes déclarations, mais une fidélité constante. Lorsqu'il parle d'elle, sa voix se fait plus douce. Elle a tout supporté mes absences, mes inquiétudes, mes insomnies. C'est elle, ma stabilité. Et en effet, c'est cette stabilité qui lui a permis de tenir, d'affronter la maladie, les épreuves, les deuils. Chez lui, rien n'est laissé au hasard. Les journées sont rythmées, les habitudes précises. Michel se lève tôt, lit la presse, fait du sport, prépare ses notes. Le soir, il retrouve Dany autour d'un dîner simple, souvent accompagné de musique douce. Il aime cette vie ordinaire, loin du vacarme des studios. Car s'il a passé sa carrière à écouter les autres, à recueillir les confidences des stars, il sait mieux que personne que le vrai bonheur se cache dans ces moments-là. Les instants où l'on n'a plus rien à prouver, juste à vivre. Et c'est peut-être là, dans cette pudeur quotidienne, dans cette fidélité sans éclat, que réside le secret de Michel Drucker. L'art de durer, d'aimer et de rester debout, même lorsque les projecteurs s'éteignent. Michel Drucker, c'est plus qu'un nom, c'est une histoire, une voix qui a traversé des générations. Derrière le professionnel exemplaire, il y a un homme de cœur, un battant qui a connu les douleurs, les doutes, mais qui n'a jamais cessé de sourire à la vie. Son parcours, c'est celui d'un enfant de la guerre devenu monument de la télévision française, mais aussi celui d'un être humain profondément humble, fidèle et sincère. Alors, si son histoire vous a touché, si vous ressentez comme nous le respect et la tendresse qu'il inspire, prenez un instant pour le soutenir. Laissez un like pour honorer sa carrière. Partagez cette vidéo pour que son message d'humanité et de courage continue de rayonner. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochains récits qui, comme celui de Michel Drucker, rappellent que derrière chaque légende, il y a un cœur qui bat. Une vie, une émotion.